Ok, merci. Bon, donc, je vais vous présenter ce projet. Alors, il s'appelle FISBiomat. Les transparents sont en anglais, mais je vais parler en français. Alors, le premier transparent vous présente tout un tas de choses que vous connaissez très bien, donc je ne vais pas vous détailler cela. L'objectif, en fait, du projet, c'est pas on va pas s'intéresser à la fabrication des matériaux, ni à leur mise en œuvre, ni à leur durabilité. On va se consacrer aux propriétés en cours d'utilisation, en cours d'usage, autrement dit, les propriétés hydriques et thermiques. Donc, ce sont des matériaux qui sont réputés bons isolants, je ne sais pas s'il faut faire l'accord, et bons régulateurs hydriques. Donc, c'est sur les propriétés hygrothermiques qu'on va travailler et avec l'objectif donc de développer une compréhension des propriétés de l'origine physique de ces propriétés hygrothermiques en fonction des composants, de la structure, des conditions limites. Alors, les objectifs généraux, c'est de développer une compréhension, une connaissance unifiée des propriétés qui aille au-delà des spécificités de chaque matériau. Donc, c'est l'idée d'avoir une compréhension physique finalement, développer des nouveaux tests de caractérisation de ces matériaux donc, qui soient basés sur des propriétés physiques bien identifiées, et puis pour au final être capable de proposer des modélisations quantitatives, prédictives de ce comportement hygrothermique en fonction de la connaissance du matériau et des systèmes en détail. Donc, en pratique, on peut espérer que ça donnera de nouveaux outils pour une formulation rationnelle, des clés pour l'innovation, et puis on espère aussi à terme développer un programme de simulation numérique qui soit générique. Bon, ça c'est l'objectif vraiment, si tout fonctionne à l'idéal. Alors, en fait, on peut aussi penser que ça donnera des informations utiles pour d'autres domaines. Donc, je cite ces domaines parce que c'est un peu l'ouverture du domaine des matériaux biosourcés, les connexions qu'il peut y avoir. Et en fait, c'est dans ces domaines d'ailleurs qu'on a commencé à travailler avant de s'intéresser plus spécifiquement à ce projet, de se focaliser sur ce projet qui va démarrer au 1er septembre. Donc, il y a le domaine des matériaux textiles ou des cheveux ou des fourrures. On a exactement la même problématique de comportement hygrothermique, même problématique et même type de structure aussi. On a des fibres finalement et elles sont hygroscopiques dans ces cas-là aussi. Dans le domaine du séchage du papier ou du bois, on a aussi un manque de connaissances sur les phénomènes physiques qui se produisent, même s'il y a des modélisations qui existent. Et puis, dans le domaine du bois, on ignore encore beaucoup de choses concernant les transferts, les échanges entre eau liée et eau libre, les transferts entre morceaux de plantes ou de bois, et puis les mécanismes du séchage des feuilles. Voilà pour l'ouverture. Alors, en fait, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est, je donnerai quelques indications un peu plus générales sur le programme du projet, mais ce que je veux surtout vous montrer, c'est ce qui nous fait penser qu'on peut justement apporter des choses concernant la physique, donc basées sur un certain nombre d'informations qu'on a obtenues ces derniers temps. Et pour ça, en fait, il est important de se pencher sur l'échelle un peu élémentaire du matériau, c'est-à-dire finalement l'échelle de la fibre. Si on regarde le matériau ici à la loupe, on va voir donc cet enchevêtrement de fibres. Bon, alors évidemment, c'est le matériau qui m'intéresse ici. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a des molécules d'eau, donc sous forme de vapeur, qui sont à travers le réseau poreux et qui peuvent être transportées, donc typiquement par diffusion à travers ce réseau. Des molécules d'eau liées
qui sont à l'intérieur de la fibre, qui peuvent aussi diffuser, des échanges entre les deux, sorption-désorption. Et puis, ces mécanismes de sorption-désorption sont associés à une chaleur latente. Donc là, on voit le thermique apparaître, et notamment la plus forte raison d'avoir un couplage entre les deux. Et puis, si on se place à l'échelle du mur, il va falloir prendre en compte cette échelle locale sur l'ensemble des distances, des longueurs considérées, et en plus, prendre en compte les conditions limites du problème. Alors, les travaux existants, dans les travaux existants, on a beaucoup de travaux, disons, un peu globaux ou comparatifs, et puis des modélisations sophistiquées, réalisées pour un certain nombre par vous-même d'ailleurs. Mais dans ces modélisations, alors j'espère que vous serez d'accord, sinon on peut en discuter de toute façon, pour dire que on prend en général pas en compte la structure locale du matériau, les arrangements entre les fibres. On considère un volume élémentaire représentatif. Ensuite, on a des inconnus concernant les transports d'eau, c'est-à-dire que souvent on prend en compte essentiellement la diffusion de la vapeur, mais pas forcément la diffusion de l'eau liée, ou bien on a du mal à distinguer les deux ou la part de chacun des types de transport. Et puis, sinon, on ignore aussi souvent les coefficients de diffusion associés à chacun de ces deux types de transport. Ensuite, on a des questions qui se posent concernant la dynamique de sorption, dynamique des échanges à l'intérieur du matériau, à l'échelle locale. Et puis, enfin, des questions qui se posent concernant les conditions limites, où on a souvent des lois semi-empiriques avec des coefficients inconnus. Alors, justement, dans les éléments que je vais commencer par les conditions limites. Et là, donc ces conditions limites, il faut reprendre le problème à la base. Et en fait, on a typiquement donc, une paroi qui a été préparée, enfin qui est, disons, à l'équilibre à une certaine humidité N0. Et donc, sa moisture content, donc, que j'appelle S ici, est S0. On la place dans une ambiance à une humidité N infinie. Et du coup, à partir de là, on a le long de la surface une humidité qui va être NS, qui va être associée à une valeur de moisture content S petit s. On a donc un gradient qui se développe très rapidement, un gradient de concentration à l'intérieur du matériau. Et ça va donc générer un processus de diffusion. Donc, c'est typiquement un phénomène de diffusion auquel on a affaire. Et pour ce processus de diffusion, donc, qui va conduire à équilibrer les concentrations à l'extérieur et à l'intérieur, un point crucial, c'est la condition à la limite. Et là, on peut remarquer que les conditions limites qui sont prises en compte en général, c'est d'une part, notamment dans les chambres climatiques, on considère qu'on a N infini, même le long de la paroi de l'échantillon considéré. Alors, c'est des plus petits échantillons en général quand on fait des tests comme ça. Ou d'autre part, donc quand on considère un mur, dans les modélisations, on prend en compte un flux de masse à travers le matériau, le long de la surface, qui va avoir ce type d'expression assez simple, où on a la différence entre N infini et NS qui apparaît, et puis un facteur H qui est donc mal connu. Alors, on peut remarquer en fait tout de suite que dans la chambre climatique, en réalité, pour maintenir cette ambiance à humidité N infinie, il faut en permanence renouveler l'air à l'intérieur ou l'humidité à l'intérieur. Et donc, ça veut dire induire un écoulement d'air. Il y a nécessairement un écoulement d'air. Et donc, la logique, ça serait d'avoir une loi plutôt générale de ce type-là, même dans les chambres climatiques. Évidemment, l'inconnu aussi, c'est pas seulement H, mais NS, on va en parler juste après. Alors, au final, pour ces deux types de problèmes, le problème de base, c'est l'écoulement d'air le long d'une surface.
Et si on s'intéresse à ça, ben, en fait, on voit qu'on a un problème de mécanique des fluides donc qui va être décrit par la conservation de la masse, la conservation de la quantité de mouvement pour l'air, et puis la conservation de la masse pour la vapeur. Alors en fait, l'écoulement, donc en termes de mécanique des fluides, on a une couche limite qui va se développer, mais on a aussi une couche limite finalement en termes de vapeur qui se développe à partir de la surface. Donc, au final, au départ, on a une humidité qui va être juste lorsqu'on touche la surface qui peut être supposée uniforme à n infini. Et ensuite, on va avoir un gradient qui va se développer du fait de l'échange avec le matériau. On a finalement une couche delta qui dépend d'ailleurs de la distance. Donc ça, c'est une difficulté supplémentaire, mais on n'en parlera pas trop ici. On fera des moyennes. Alors, le problème paraît extrêmement compliqué. Et effectivement, il est très compliqué d'ailleurs si on veut le résoudre complètement. En réalité, on peut, par une approche, une analyse en similitude du problème, disons, avoir les formes de variation de cette couche limite. Autrement dit, et au final, alors je vous passe tous les détails des calculs, mais on peut démontrer strictement que le flux moyen qui s'extrait de la surface de vapeur par diffusion et tout simplement, donc ρ0, c'est la densité de vapeur à saturation, D0, le coefficient de diffusion de la vapeur dans l'air. Et puis ici, on retrouve nos deux humidités extrêmes. Et donc, au final, on voit que par cette analyse en similitude, on trouve une formule qui est tout à fait celle qu'on utilise en pratique dans un certain nombre de modélisations. Simplement, le coefficient delta, ici, en plus, l'information supplémentaire, c'est qu'on connaît sa forme générale. F est une fonction inconnue, mais on sait que c'est une fonction donc, qui dépend de ces variables-là. Donc ici, on a des variables adimensionnelles. Et on sait surtout que ce coefficient delta, donc ρ0, d0 sur delta reviendrait à la valeur h qu'on a vu tout à l'heure. Ce coefficient delta, donc, on sait qu'il va dépendre uniquement de la géométrie du système et des caractéristiques de l'écoulement. Donc, on a ces caractéristiques qui sont étalées ici, c'est les caractéristiques de l'air, et puis une vitesse caractéristique également de cet écoulement, donc qui va être mesurée en un certain point. Et donc, contrairement à ce qu'on a tendance des fois à voir, à annoncer dans certains articles, la seule dépendance par rapport aux caractéristiques, aux propriétés du matériau, c'est la rugosité de la surface. Il n'y a pas de propriété intrinsèque du matériau qui joue un rôle spécifique dans ce phénomène. Alors, ensuite, cette formule est très intéressante aussi parce que on sait, compte tenu du fait que delta ne dépend que de l'écoulement d'air, on sait qu'on va pouvoir le déterminer dans des conditions particulières, en fait. Et donc, si on considère une situation initiale connue avec un matériau qui a été préparé à N0, donc on sait que le long de la surface de ce matériau, à l'instant initial, on a effectivement N0. Et donc, si on est capable de mesurer le flux de vapeur à l'instant initial, on va avoir la possibilité de déterminer delta. Et donc, ça, c'est une possibilité. On peut aussi réaliser des expériences dans des conditions similaires en conservant toutes les valeurs ici identiques avec un autre type de matériau, un autre type de système pour déterminer delta. Donc, des expériences indépendantes qui vont permettre de déterminer delta et qui, au final, vont nous donner la condition à la limite J, donc ce flux de vapeur le long de la surface, flux de vapeur moyen, c'est pour ça que j'ai mis barre. Alors, au passage, on voit que maintenant, si on admet qu'on a été capable de déterminer J0, on a cette expression générique, où on trouve quand même encore une variable qui n'est pas bien connue, qui est la valeur ms, donc le long de la surface. Alors, le problème de cette valeur, c'est qu'elle n'est pas constante. Elle dépend en fait du couplage entre la diffusion extérieure et la diffusion à l'intérieur du matériau. Et donc, il faut résoudre le problème complètement, le problème de diffusion, pour être capable de connaître, de déterminer cette valeur NS finalement.
Alors, on a les outils maintenant avec cette valeur de flux à l'extérieur et pour un problème donné, donc compte tenu de si on est capable de faire les mesures. Donc évidemment, en laboratoire, c'est beaucoup plus facile. Et si on suit la masse du matériau, tout va bien se passer pour déterminer ce coefficient de diffusion. Donc, avec cette arme-là, on est maintenant capable d'aborder des problèmes de transfert d'humidité. Alors là, je vais me consacrer que à des transferts d'humidité ce matin. Uniquement à des transferts d'humidité. C'est pas très français, mais que. Et je vais aussi me focaliser sur un matériau modèle qui sont des fibres de cellulose de 300 microns. Et ces fibres de cellulose, on les fabrique, nous, au laboratoire. Bon, alors ici, c'est les courbes de sorption et désorption. Alors, vous voyez la superposition quand on est vraiment à l'équilibre, quand on a attendu suffisamment longtemps, qui me fait penser qu'une seule courbe, une seule fonction entre sorption, entre moisture content et humidité relative est suffisante pour les développements théoriques. Donc, oui, on prépare les échantillons par compression. Donc, on essaye d'avoir un matériau à peu près désordonné. Ça sera utile pour la suite, que cette précision, au départ. Et on le comprime et on obtient des galettes, donc à différentes porosités, des galettes de fibres de cellulose qui sont solides. Et l'expérience typique, donc fort de ce que je vous ai montré concernant les conditions limites, une expérience, disons, à conditions limites contrôlées, consiste simplement à imposer un flux d'air ici, constant, donc à une certaine humidité. Donc typiquement, on impose un flux d'air sec verticalement sur la surface. Et on peut suivre, donc l'expérience de base consiste à peser le matériau au cours du temps, et on voit ces courbes de saturation au cours du temps pour les différentes porosités. Alors, je ne détaille pas plus ici, mais les courbes qu'on obtient semblent correspondre au premier abord à ce que prédit la théorie pour un phénomène de diffusion. Mais en fait, on veut regarder d'un peu plus près, donc du coup, on utilise l'IRM. Et là, avec l'IRM, on est capable de mesurer les distributions d'eau à l'intérieur du matériau. Donc ici, c'est la quantité, chaque point correspond à la quantité d'eau qu'on trouve dans une section de petite épaisseur située à la hauteur X. Et donc, en fonction de X, on a cette distribution de quantité d'eau, donc que j'appelle un profil ici. Pardon. J'essaye de régler le problème. Et donc, ces distributions, lorsqu'on fait des mesures dans les échantillons que je vous ai montrés, à différentes porosités, voici ce qu'on obtient. Alors, pour l'instant, on ne prend pas trop en compte les lignes, ce sont les points qui comptent. Donc, on a ici, à 2 cm par exemple, c'est la zone où on avait le flux d'air qui était imposé. Et ici, c'est le pied de l'échantillon. Donc, on voit qu'on a des distributions qui s'aplatissent progressivement comme ceci, et ces évolutions de forme sont typiques de processus de diffusion, au moins qualitativement. Donc, on voit bien qu'on a extrait progressivement l'eau au sein du matériau. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que ce qu'on mesure dans les échantillons que je vous montre ici, c'est l'eau liée, c'est-à-dire que les matériaux ici, tous ces échantillons ont été préparés à, mettons, 98% d'humidité pendant suffisamment longtemps. Donc, ici, on est purement dans le domaine hygroscopique et ce qu'on mesure par IRM ici, c'est la distribution de cette eau liée au sein des fibres. Alors, néanmoins, on peut remarquer qu'on a que les profils sont un petit peu curieux avec des déformations ici qui ne sont pas typique d'un processus de diffusion simple avec un coefficient de diffusion constant. Donc, les choses sont probablement un peu plus compliquées. Et c'est ce qu'on va chercher à regarder en décortiquant finalement les processus de transport. Donc, on sait qu'on a notre système ici avec la possibilité de transport de vapeur, transport d'eau liée dans les possibilités de transport d'eau liée dans les fibres, et puis des échanges entre les deux. Alors, ce qu'on veut commencer par faire, c'est isoler le transport d'eau liée.
Et donc, pour ça, on va remplir les trous, toute la porosité, avec de l'huile. C'est ce qu'on fait ici. On remplit l'échantillon d'huile, donc qui ne rentre pas dans les fibres, mais par contre qui occupe les pores. Et on arrête cette imbibition juste avant la fin, c'est-à-dire qu'on laisse la surface libre encore entre guillemets sèche, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sèche, on est quand même à saturation en eau liée, mais en tout cas on n'a pas d'huile, donc on a la possibilité de s'évaporer a priori librement, au moins à partir de cette surface. Et là, on fait une manip de séchage standard, hein, comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Et là, ce qu'on voit, c'est que, eh bien, on a ici, c'est des distributions de temps de relaxation, donc qui nous donnent finalement les quantités à partir desquelles on peut déduire les quantités d'huile et d'eau liées dans le système. Donc, c'est aussi par RMN qu'on peut suivre ça. Et là, on voit qu'on a un pic d'huile qui ne bouge pas, donc l'huile, évidemment, reste à l'intérieur. Et le pic correspondant à l'eau liée décroît au cours du temps. Et l'eau liée disparaît finalement complètement au cours du temps. Autrement dit, toute l'eau liée qui était contenue à l'intérieur du matériau a disparu ici. Alors, on a vérifié ça par pesée simple sur des échantillons plus gros. Il se trouve que c'était plus pratique de faire les tests de façon un peu systématique par RMN. Toujours est-il que ça veut dire qu'on a donc la capacité pour l'eau liée de diffuser effectivement à l'intérieur des fibres et en plus de sauter de fibre en fibre. Dès que deux fibres sont en contact, hop, on passe d'une fibre à une autre pour avancer et finalement être extrait en surface ici. Donc, on constate qu'on a effectivement un transport d'eau liée qui peut être très important et puis qui est capable, enfin un transport à travers tout le réseau de fibres, qui est capable d'extraire toute l'eau liée directement. Alors, on peut vérifier par IRM que on a bien un processus de diffusion, encore une fois, pour cette eau liée dans les fibres sol, sans la porosité. Ici, on a des mesures par RMN où là, quand on a l'huile en plus, on n'est plus capable de distinguer directement l'eau liée, donc on est obligé d'utiliser deux séquences différentes. Une qui distingue uniquement l'huile, l'autre qui distingue uniquement à la fois huile et eau liée. Et on fait la soustraction. Par soustraction, on voit qu'on a des profils qui correspondent encore une fois à un processus de diffusion au sein de la matière, au moins qualitativement en tout cas. Alors, si on regarde la saturation au cours du temps, on peut caler un modèle de diffusion avec un coefficient de diffusion constant, et ça marche assez bien sur toute la gamme de saturation finalement. Sauf vers la fin où finalement on aurait tendance à avoir une diffusion encore plus rapide quand on est aux faible saturation. Phénomène assez curieux qui inquiète tout le monde, mais malheureusement c'est ce qu'on trouve en pratique. Alors, je suis désolé pour la gorge. Hein. Donc, maintenant, alors on va revenir un peu plus tard à ces mesures, plus en détail. Mais en attendant, je vais tout de suite passer à l'étape d'après, qui est finalement maintenant étudier le transport de vapeur, puisque je me suis fixé comme objectif de déterminer le coefficient de diffusion de la vapeur également. Alors là, on utilise une manip qui est héritée, enfin, il se trouve qu'on l'a développée indépendamment, mais finalement qui ressemble à la wet cup ou dry cup méthode. Qui consiste donc à mettre de l'eau pure ici, une couche d'air au-dessus, et encore au-dessus, un échantillon de fibres de cellulose, dans lequel maintenant on n'a pas d'huile. On a initialement saturé en eau liée cet échantillon. Et ensuite, on va attendre le régime permanent. Alors, le régime permanent, on le voit ici, si on suit la masse, au bout d'une vingtaine d'heures, on a une droite pour la quantité d'eau qui est extraite de l'échantillon. L'eau s'évapore d'ici, elle transite dans cette couche-là, puis elle transite à travers l'échantillon. Et on attend ce régime permanent parce qu'il se trouve qu'on peut démontrer, quand on est dans une certaine gamme là, de saturation, que du coup, on a des gradients constant de concentration, on n'a plus de sorption, enfin les échanges entre les deux phases, entre vapeur et eau liée, sont négligeables.
pour notre traitement. On peut donc considérer au final le transport de vapeur et le transport d'olier individuellement. Et c'est eux qui vont fournir la masse extraite d'eau. On peut en fait complètement décrire le problème, alors en prenant en compte les conditions limites proprement ici, c'est-à-dire qu'on prend en compte le gradient de concentration de vapeur ici, et puis à l'extérieur également la condition à la limite dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, au final, on est capable de déterminer, on a 3 inconnus, 3 équations, on est capable de déterminer les valeurs des différentes humidités et du coefficient de diffusion strictement de la vapeur, à partir du moment où on utilise le coefficient de diffusion de l'olier qu'on a déterminé dans les manips précédentes. Et on en déduit ainsi la valeur du coefficient de diffusion de l'olier qui a été déterminé précédemment en fonction de la pour différentes porosités, et puis le coefficient de diffusion de la vapeur également pour ces différentes porosités. On a donc les valeurs des 2 coefficients de transport. On peut décrire complètement le transport à travers le matériau avec ces 2 coefficients qui s'avèrent dépendre. Au final, on a une dépendance par rapport à la porosité, donc on est capable d'identifier dans quel domaine la vapeur, le transport de vapeur est dominant par rapport au transport d'olier. Donc, il se trouve qu'on a aussi une dépendance par rapport à la concentration. Alors, je vous passe aussi un petit peu les détails. Dans le domaine, disons, en dessous de 80% d'humidité, on a une domination du transport par vapeur. En revanche, dans le domaine de moisture content, donc suffisamment élevé, c'est-à-dire pour une humidité relative au-delà de 80%, on a plutôt une domination du transport d'olier, par olier. Alors, si on en revient aux courbes qu'on avait tout à l'heure, en utilisant les coefficients de diffusion complets, alors bon, j'ai passé quelques détails là, donc tout n'est pas forcément directement compréhensible, mais en tout cas, quand on a la connaissance de ce coefficient de diffusion, on peut retourner à la simulation et comparer aux mesures que je vous montrais tout à l'heure par IRM, et en utilisant donc ce bon coefficient de diffusion total, on est capable effectivement de prédire les profils à l'intérieur du matériau, les distributions d'olier au cours du temps durant ces séchages. Et puis, je reviens pour finir du point de vue technique sur les coefficients de diffusion de l'olier dans les structures fibreuses, pour vous montrer à ce moment-là comment on peut prendre en compte l'impact de la structure et comment ça joue un rôle sur la diffusion de l'olier. Donc, le point de départ, c'est que le coefficient de diffusion de cet olier, on suppose, a priori, compte tenu de la présence d'huile dans les manips qu'on a faites tout à l'heure, cette diffusion, on va supposer qu'elle a lieu essentiellement le long de l'axe de la fibre. Puis, dès que la fibre rencontre une autre fibre qui lui assure un chemin un petit peu plus rapide vers la sortie, elle va suivre ce chemin. Et donc, on va sauter de fibre en fibre comme ceci, fibre en fibre, mais toujours en contact. Quand je dis sauter, c'est d'une fibre à une autre liée par contact entre elles. Et au final, le coefficient de diffusion va être, le coefficient de diffusion de l'eau à travers ce réseau va être dépendant de la tortuosité du réseau. Donc du chemin chemin effectif suivi par la fibre, et puis proportionnel au coefficient de diffusion le long de l'axe d'une fibre. Donc ce coefficient de diffusion élémentaire. Alors, pour y voir plus clair, pour voir effectivement cet effet-là, on fait 2 tests. Donc on comprime, d'habitude on va comprimer l'échantillon de cette manière-là, ce qui fait que les fibres ont été orientées, ont été basculées perpendiculairement à cet axe. Donc elles sont souvent orientées perpendiculairement à cet axe-là. Et ensuite on procède aux manip de séchage avec évaporation le long de cette surface, donc perpendiculairement à l'axe principal des fibres finalement. Mais on fait aussi une manip inverse, où on évapore dans un sens radial ici,
Ce qui fait que là, on est plutôt le long de l'orientation principale de l'axe des fibres. Et quand on compare l'évolution de la saturation en fonction du temps pour ces deux types de compression, eh bien, on voit qu'effectivement, on sèche beaucoup plus rapidement lorsqu'on a utilisé les échantillons où les fibres sont orientées le long de l'axe d'évaporation. Et en fait, on est capable donc, quand on regarde les coefficients de diffusion, effectivement, le coefficient de diffusion de l'eau liée est beaucoup plus élevé quand on est le long de cet axe des fibres et moins élevé dans le cas contraire. Et on peut modéliser ça, en fait, si on part d'un désordre complet et par des calculs qui paraissent un peu compliqués ici. Les formules sont compliquées, mais en fait, les calculs s'avèrent très simples. On a au final des formules analytiques pour prédire le chemin effectif. Donc, on suppose un désordre total au départ et puis une équiprobabilité des longueurs, des orientations des fibres. Et on est capable, au final, de prédire analytiquement la tortuosité du matériau dans les deux cas d'orientation de ces fibres, en fonction de l'intensité de la compression du matériau. Donc, qui est K, là, ici, en fait. Donc, au final, c'est la déformation subie par le matériau durant la compression. Et quand on regarde les prédictions de ce modèle, donc, dans lequel il y a un seul paramètre calé, c'est le coefficient de diffusion longitudinal, c'est-à-dire le long de l'axe de la fibre, eh bien, on est capable de prédire la diffusion à travers le réseau dans les deux cas de compression du matériau. Alors, il faut quand même que j'avance un peu. Donc, c'est pour ça que j'ai été un petit peu rapidement là sur les orientations des fibres. Et donc, pour finir, le programme de travail va donc finalement prolonger ces travaux à différents types de matériaux, donc aller vers des matériaux plus, disons, de taille plus grosse en termes de fibres. On a déjà commencé en fait sur de la sueur de bois, par exemple, et on observe le même type de phénomène, ou sur du coton, mais il faudra qu'on travaille à des plus grosses échelles en termes de morceaux de matériaux. On travaille aussi sur des matériaux modèles pour vraiment quantifier complètement le problème, avec ou sans pâte minérale. Donc, c'est ce que je montrais au départ. A priori, tous les types de matériaux sont concernés. Alors, évidemment, ça va introduire une complexité assez grande de passer à ce type de matériaux. Mais voilà, on va aussi essayer de décortiquer les mécanismes. Et puis, on étudiera aussi l'impact du mode de fabrication, compression, séchage, collage entre les fibres. On passera aussi, on travaillera aussi sur les transferts de chaleur, sachant qu'on espère pour ça être capable de développer des mesures par IRM permettant de mesurer la distribution de température au sein du matériau, un peu de façon similaire à ce que je vous ai montré pour l'humidité, pour l'eau liée. Et donc, l'idéal, notre rêve, ça sera c'est d'être capable dans une telle expérience, de mesurer simultanément la distribution de température et la distribution d'humidité au sein du matériau au cours du temps. Et puis, application aux différents types de matériaux. Alors, il faudra bien sûr étudier les couplages et puis développer comme je vous l'annonçais au début, développer des tests pratiques permettant de caractériser directement ces propriétés physiques. Alors, les personnes impliquées, c'est au sein de l'équipe physique milieu-poreux, Benjamin Maillet, Raïma Sidi-Boulnoir, pour la partie RRM-IRM, un soutien technique de Pascal Moucheron, Jaime Gilles Roca, Julien Houy, un soutien pour la modélisation aussi, collaboration sur les modélisations avec Laurent Brochard, Sabine Carré pour son expertise sur le bois, les végétaux et les aspects mécaniques, et puis Sandrine Marceau pour les matériaux biosourcés en général. Donc la durée est de 5 ans, le budget est de 2,5 millions moins les prélèvements de l'université. Les dépenses, c'est essentiellement des coûts de personnel
et un peu de fonctionnement et d'équipement. Quand je dis un peu, c'est toute proportion gardée par rapport au temps total. Alors, donc, j'espère qu'il sera possible de développer des interactions fortes avec le GDR, de façon à la fois à être orienté au mieux et puis vous faire profiter des résultats aussi. Donc, à travers, par exemple, l'identification des enjeux majeurs, la pertinence des approches, la validité des discussions sur la validité des modélisations et puis l'intérêt et le réalisme des tests pratiques. Et donc, je vous remercie encore de m'avoir proposé de présenter ce projet ce matin. Merci Philippe, merci pour impressionnante présentation, voilà, d'un très gros niveau scientifique. Eh ben, écoutez, on va passer à quelques questions. On est passé un moment à 70 participants. J'ai été rejoint par 3, donc on est plutôt 73 participants. Il y a toute une équipe de Chambéry qui vient d'arriver parce qu'on démarre la NR PAX aujourd'hui même. On se passe avec Chambéry. Alors, au niveau des questions, c'est commencé à arriver un petit peu sur le chat. Il y en a eu une de Christophe Lanos. Donc, je vous invite un petit peu à reprendre votre souffle et puis à poser quelques questions encore sur le chat, certainement sur tous ceux qui sont intéressés par les échanges hygrothermiques, qui sont nombreux là ce matin, Florence, Camille, etc. Mais moi, j'avais une petite question. Quand je voyais, comment dirais-je, tes enchevêtrements de fibres, ça me faisait penser à une botte de paille. Est-ce que les aspects transfert hygrothermique dans les bottes de paille sont prévus en étude dans le programme? Alors, la botte de paille, j'ai oublié peut-être de la mentionner dans le projet écrit, soumis à l'Europe, mais non, mais de façon générale, l'idée, c'est de vérifier que ce qu'on arrive à trouver sur des matériaux modèles s'applique aux matériaux réels. Et donc, on essaiera de tester un maximum de matériaux réels pour entre guillemets, valider les approches, si tant est qu'on arrive à les valider. Donc, pourquoi pas, effectivement, de la paille aussi, oui. En tout cas, ça ressemble beaucoup, hein, parce que là, tu vas trouver un petit peu tous les aspects liés on va dire, au libre. Et d'ailleurs, j'ai quand même un petit peu de mal, hein, peut-être qu'il va falloir que je regarde ta présentation peut-être 2 ou 3 fois avant de tout saisir. Comment véritablement, ou simplement dans des mots peut-être un petit peu plus simples, on arrive à découpler la quantité d'eau libre de la quantité eau liée sur un échantillon? Oui, alors il y a certains aspects où je suis passé quand même. Donc, la manip de base, là, c'est qu'on a rempli le matériau d'huile. Donc là, sur cet aspect-là, tu avais suivi, c'est-à-dire, on a rempli l'échantillon d'huile, donc a priori, on n'a plus de transport. Et on voit, en fait, à travers la RMN, ça nous a permis plus, en fait, d'obtenir plus d'informations, notamment de voir que l'huile ne bougeait pas, restait, compte tenu du fait que son temps de relaxation reste élevé ici. On sait que l'huile n'a pas particulièrement migré à l'intérieur des fibres. Enfin, il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu d'interaction particulière entre l'eau et l'huile, entre cet eau liée et l'huile. Les deux sont restés bien séparés. Ça, on le sait à partir du moment où on n'a pas de variation des formes des pics associés à chaque phase. Et donc, ici, a priori, l'eau liée ne peut avancer qu'à travers le réseau solide, en fait. Elle est bloquée à l'intérieur du réseau solide. Si on fait un calcul, on peut voir que si elle devait diffuser par diffusion à travers l'huile, ça mettrait beaucoup plus longtemps, en fait. Ça mettrait des semaines avant d'atteindre la surface libre. Donc, l'eau ne migre pas à travers très bien. À travers l'huile. Là, je sais. Elle se déplace vraiment que comme ça. Là. Donc là, à partir du moment où on a ça, ce qu'on fait, c'est
permanent où, a priori, les échanges, alors je n'ose pas dire qu'il n'y a pas d'échange, en réalité il y a des échanges entre les deux là, quand on fait des calculs, mais ils ne jouent pas de rôle sur le transport. Donc on peut décrire chacun des deux types de transport indépendamment avec leur propre coefficient de diffusion. Ici, le flux d'air, il est fixé à une valeur. Alors, peu importe le flux d'air, en fait, là, on utilise ce que je disais au début sur les conditions limites, c'est-à-dire on le décrit par le taux d'extraction initial quand on connaît la quantité d'eau à l'intérieur du matériau ici, quand l'échantillon est dans son état initial. D'accord. Du coup, on détermine delta de cette manière-là. Donc, on a la valeur de delta qui, comme je disais tout à l'heure, pour les conditions limites, ensuite ne va plus varier. En fait, delta ne varie plus. Ce qui varie, c'est éventuellement au cours d'une manip de séchage, c'est la valeur NS. Bon, il se trouve ici qu'en régime permanent, on finit par atteindre une valeur NS qui est constante. Très bien, intéressant, parce que c'est une des problématiques que l'on a actuellement sur notre TCRILEM. Christophe, tu avais une question, autant que tu la poses de vive voix en direct, ça sera plus vivant. Oui, bonjour Philippe. J'ai une question sur, en fin de compte, le temps mis pour atteindre l'équilibre par le matériau, parce que là, tu t'appuies essentiellement sur une courbe de sorption qui est une courbe obtenue à des temps longs. Est-ce qu'il n'y a pas une concurrence entre donc ce temps de stabilisation et puis ton temps de mesure? Donc, quand tu as des phénomènes dynamiques, est-ce que quelle confiance tu accordes à ta mesure par rapport à ces phénomènes qui prennent du temps? Bah, là, en fait, comme on attend ce régime permanent, après on l'a suivi, on est toujours en régime permanent. Donc, en fait, c'est une bonne question, tu vas voir. Donc, oui, dans ce cas-là, sur 1 centimètre, on était assez confiant comme ça, sur le fait qu'on avait atteint l'équilibre dans ce cas-là, c'est-à-dire localement, une sorte d'équilibre à l'intérieur en chaque point du matériau. Et en fait, récemment, là, on a commencé des manips par IRM pour vérifier en fait ce qui se passe à l'intérieur du matériau. Autrement dit, voir si les profils, comme on démarre d'un matériau qui a une concentration homogène au départ, et on sait qu'on va avoir un gradient qui va se développer au cours du temps, c'est vrai que ça met du temps à se développer. Et donc, on le regarde maintenant par IRM et on voit que on a travaillé sur un échantillon de 3 cm d'épaisseur et ça met plus longtemps. Sur 3 cm, ça met un peu plus longtemps que ce qu'on montre ici. Mais donc, on a cette possibilité de voir à l'intérieur pour voir à quel moment on atteint l'équilibre. D'accord. Donc là, c'est plus facile parce que tu as un gradient enfin, tu cherches un équilibre, mais quand tu fais du séchage, tu as peut-être un peu plus d'interaction avec le temps d'intégration de la mesure. Alors, il faudrait. Est-ce que en fait, quand tu parles du séchage. Ouais, par exemple, dans tes, voilà, sur ces courbes-là. Oui. Donc, tu es dans un état qui n'est pas stationnaire. Oui. Et donc, du coup, que représente ton temps d'intégration, là, ton temps de mesure sur un point à une certaine profondeur? Là, c'est typiquement l'heure. Hein, c'est l'heure, ouais. C'est de l'ordre de grandeur, c'est l'heure pour sortir un profil. Oui. Ouais. Donc, je me posais la question, est-ce que une heure de mesure, est-ce que tu es en concurrence avec le temps mis par les quelques molécules d'eau à sortir de leur état d'équilibre et passer en état vapeur, par exemple, quoi.
Si tu regardes juste une molécule, c'est sûr qu'elle a le temps de sortir largement pendant 1 heure. Mais là, ce qu'on fait, c'est de toute façon, on mesure euh, en moyenne sur 1 heure la quantité d'eau qui existe en un point, enfin sur une section d'une petite épaisseur au sein du matériau. Ouais. Ouais. En moyenne, donc sur 1 heure. Donc on sait que ça, voilà, il peut y avoir des échanges, mais quoi qu'il arrive, voilà, en moyenne, c'est ce qui sera resté de toute façon. Okay. Très bien. Une dernière question avant qu'on ait la présentation de Nassim. Donc, Séverine, vas-y. Oui, merci pour la présentation que j'ai vraiment trouvée passionnante. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et du coup, je me posais la question par rapport à donc l'hystérésis qui ne se voit pas, puisque vous avez indiqué que les courbes, a priori, se superposaient sur le matériau modèle, hein, sur la fibre de cellulose. Je me posais la question est-ce que le taux de cristallinité de la cellulose a été testé, puisque de fait, l'absorption finalement de l'eau peut être différenciée en fonction des zones cristallines et amorphes. Non, alors justement, ça me fait penser que on doit justement donner un échantillon à Sandrine et que j'y ai pensé juste après qu'on se soit vu et j'ai oublié depuis. Mais non, on n'a pas mesuré ça. Alors voilà, donc après, il est possible que ça influence l'absorption maximum, le point de saturation des fibres, la quantité ici. Après, bon, voilà, c'est tel quel. Nous, on prend les mesures de J qui ont pu être absorbées en fonction de l'humidité relative. Mais il n'y a pas d'influence ensuite. Pour les processus physiques qu'on décrit, il n'y a pas d'impact particulier de la cristallinité. Enfin après, disons que l'idée, c'était peut-être d'avoir en fait des quantités d'eau absorbées différentes si on était en phase de sorption ou de désorption. Après, c'est vrai qu'il faut bien de toute façon démarrer sur un matériau modèle pour après aller plus loin. C'était juste voilà, une question pour savoir si la question avait été posée, en tout cas, s'il y avait cette hypothèse. Non, mais je ne suis pas sûr de comprendre en fait complètement la question. Ce serait vis-à-vis d'un hystérésis possible entre sorption et désorption, c'est ça? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, bon, là, du coup, j'ai écrit un papier récemment, mais basé sur les résultats présentés par Dominique de Rome à Vienne, où en fait, on a une différenciation des fixations de l'eau absorbée, donc de l'eau liée, en fonction de la phase de sorption et de désorption. Et Okay. notamment au niveau de la cellulose. Donc, en plus, du coup, comme vous preniez effectivement des fibres de cellulose, je trouvais que la question pouvait se poser, en tout cas, pour aller au-delà du modèle, c'est des choses qui peuvent peut-être être regardées. Ok, effectivement, il faudra qu'on voit ça. Ouais. Bien, allez, tout ça est très inspirant.